Le 19 juillet 1997 sort le premier chapitre de One Piece, Romance Dawn. Ça fait bientôt un an qu'Oda bosse sur son premier arc. En effet, alors qu'il travaillait dans le Weekly Shonen Jump en tant qu'assistant, il écrit 3 prototypes de One Piece, des one-shots qui mettront en exergue les principes de son œuvre. Romance Dawn signifie littéralement à l'aube d'une grande aventure, comme on peut le voir sur la couverture du premier tome, romance pouvant désigner les histoires sur les aventures médiévales et les longs voyages, et Dawn veut bien sûr dire aube en anglais. L'arc Romance Dawn comprend les chapitres 1 à 7 de One Piece. Avec les premiers chapitres, l'intention évidente d'Oda est de garder directement l'attention du lecteur. Donc il ne cherche pas à complexifier son histoire, il dédie cet arc à l'établissement des motivations et caractères de ses personnages et ne rentre que brièvement dans l'installation de son univers. C'est pour cela que je trouve cette première page incroyablement réussie. Elle définit le thème de son histoire, le voyage, l'exploration, l'aventure. Oda nous montre le roi des pirates, Gold Roger, lors de son exécution. Prononçons les mots qui lanceront la recherche de son trésor légendaire, le One Piece. 俺の財宝か欲しけりゃくれてやる探せこの世のすべてをそこに置いてきた Avec cette introduction, personne ne peut rester indifférent. Le fait de mettre un objectif lointain et presque inconnu fonctionne parfaitement. Sa déclaration est aussi une référence historique. En 1730, Olivier Levasseur, surnommé la Buse, aurait jeté un cryptogramme à la foule et prononcé la phrase suivante avant son exécution. « Mon trésor, à qui saura le prendre ?» Cette page dévoile aussi un thème majeur dans One Piece, la mort. Le traitement que fait Oda de la mort est particulier. La façon dont elle est abordée dans cette page est révélatrice de ce que nous verrons plus tard. La mort n'est pas une fin en soi pour les personnages. Roger montre que les rêves et volontés survivent. Pour lui, la mort n'est pas importante, le rêve est au-dessus et il ne le regrette pas comme le montre son sourire. Gold Roger ne mourra jamais vraiment, sa volonté surpasse sa mort et est omniprésente dans One Piece, et c'est son rêve qui lancera notre histoire. Suite à cela, on se retrouve dans le port d'un petit village inspiré de Lankayo au Pays de Galles. Sur la proue d'un gigantesque navire pirate nous est présenté un jeune garçon, notre personnage principal, Monkey D. Luffy. Il essaye de prouver son courage afin de rejoindre cet équipage, en s'infligeant une blessure en dessous de son œil gauche. La première impression qu'il nous laisse est celle d'un personnage plutôt stupide. L'équipage du bateau se retrouve dans le Partis Bar pour fêter son imbécilité. Luffy insiste pour rejoindre l'équipage de Shanks le Roux, mais il refuse. La notion de liberté est abordée lorsque les membres de l'équipage vantent la piraterie. Cette notion est un thème important de One Piece. Un groupe de bandits des montagnes avec à leur tête Iguma rentre dans le bar. Ils demandent à ce qu'on leur donne à boire. Malheureusement, Makino, la tenancière, n'a plus rien à part de l'eau à cause de l'équipage de Shanks. Pour s'excuser, il propose sa bouteille de rhum. Iguma se met à le rabaisser aux yeux de ses hommes en cassant ce qu'il se trouvait sur le comptoir. Il décide de quitter le bar et c'est alors que l'équipage se met à rigoler. Pour Shanks, ce n'est pas dramatique, il n'est que mouillé. Mais pour Luffy, c'est une réelle désillusion sur ceux en lesquels il croit. La vision de la piraterie de Luffy est mise à mal. Pour lui, ils doivent être impitoyables et sans peur. Shanks attrape son bras lorsqu'il commence à partir, mais celui-ci s'étire. Il a mangé le fruit du Gom-Gom, lui donnant un pouvoir stupéfiant. Le système de pouvoir de One Piece fournit une infinité de possibilités, mais il contraint son utilisation par un coût important dans un univers de pirates, en rendant incapable de nager. Dès ce premier chapitre, l'appétit de Luffy est exposé. Depuis qu'ils sont dans le bar, il n'a fait que manger et sa gourmandise le poussera à bouffer un fruit du démon, alors que l'attention de tous, et même du lecteur, est posée sur l'altercation entre Iguma et Shanks. Cette scène, justement, emprunte 2 idées à un thème cher pour Oda, le western. Déjà par l'entrée en scène de Iguma dans le bar rappelant de nombreux films par l'utilisation du portique et le regard sans bruit de l'équipage de Shanks, mais surtout par la prime qu'il brandit. À la manière d'Akira Toriyama et des scooters dans Dragon Ball, Eiichiro Oda nous fournit une indication sur la puissance et l'importance de ces personnages par les primes. Beaucoup moins prévisible et plus intéressant que dans Dragon Ball, cela permet d'établir à la fois un ordre de puissance mais surtout d'éviter de poser une barrière statistique lors d'un combat. L'utilisation que fait Iguma montre un homme prétentieux qui utilise sa renommée pour montrer sa supériorité. À ce moment, Iguma parle aussi de 56 personnes qu'il a tuées. Il s'agit d'un jeu de mots sur ce qu'il se passe en arrière de l'action. 5 en japonais se dit go et 6 se dit mu, gomu. À la suite du départ de Shanks, Luffy profite de ses avantages de ce fruit du démon, mais Iguma et sa bande ressurgissent. Après les avoir provoqués, il se fait passer à tabac. À ce moment, alors qu'il est à la merci de la lame du brigand, c'est là que Luffy se rend compte de ce qu'il est. Un jeune garçon criard, incapable de se défendre soi-même. Malgré les demandes du maire, Iguma s'apprête à tuer Luffy. Shanks ainsi que son équipage arrivent et s'interposent. Mais lorsqu'un bandit pointe son arme sur Shanks, il montre réellement ce qu'est la piraterie.
La première mort du manga est provoquée par un pirate de l'équipage de Shanks et surprend le lecteur. Eiichiro Oda a un style particulier de dessin, un peu cartoon, où les effets graphiques priment sur les décors, et les réactions des personnages montrées jusqu'à présent sont très exagérées volontairement. La mort d'un personnage indique que dans One Piece, il faut être prêt à payer les conséquences de ses actes. Un combat extrêmement satisfaisant et dynamique s'enclenche entre les deux groupes. La bande de brigands de Iguma se fait laminer par l'équipage de Shanks. Soudainement, Iguma jette un fumigène au sol et fuit avec Luffy. On voit très bien le contraste dans ce chapitre entre l'importance que portent Shanks et Iguma à leurs proches. Shanks les protège au risque de sa vie, et ceux-ci font de même, contrairement au lâche Iguma qui se fiche de ses hommes et préfère détaler au moment opportun. Sur une barque aux alentours de l'île, Iguma, avant de se faire dévorer par un monstre marin, jette Luffy à l'eau, qui coule à cause de son fruit du démon, avec encore l'allusion sur le nombre 56. Tout à coup, pour le sauver, Shanks intervient face au monstre des mers et le fait fuir par un simple regard. Un deuxième système de pouvoir nous est sûrement introduit, le regard que la Shanks nous laisse entrevoir la possibilité d'une autre capacité dans l'univers de One Piece, pour des personnes qui ne mangeraient pas de fruits du démon. Oda n'avait pas cette intention au départ, mais après qu'un éditeur lui ait dit que l'histoire n'était pas suffisamment intéressante, Oda a décidé de le couper. Cela permet de donner plus d'impact à ce chapitre et au personnage de Luffy. Il comprend qu'il n'est pas encore prêt et les raisons qui empêchent Shanks de l'emmener. Pour Shanks, ce n'est pas cher payé un bras pour la vie de Luffy. La vision sur la piraterie qu'avait Luffy a été mise à l'épreuve. À la fin de ce chapitre, il comprend réellement ce qu'est être un pirate. Il ne s'agit pas d'être un homme impitoyable ou prétentieux, mais d'être prêt à tout pour défendre ses convictions et ceux à qui il tient. Il déclare haut et fort à l'équipage de Shanks avant qu'il quitte l'île qu'il deviendra le roi des pirates. Shanks lui transmet son chapeau de paille et compte sur lui pour le lui rendre et devenir un pirate digne de ce nom. 10 ans plus tard, nous retrouvons Luffy, dont le design est sûrement inspiré de Teng Teng. Il n'a plus une vision idéaliste de la piraterie, il sait ce que cela implique, et il est prêt à devenir l'homme qu'il veut être. L'héritage de Shanks dans le caractère et la vie de Luffy a donc été majeur, la passation du chapeau de paille le mettant clairement en avant. Alors qu'il quitte son village natal, il se retrouve face au même monstre marin. Il le balaye d'un Gomu Gomu no Pistolet, clin d'œil à ce qu'il avait dit à Shanks un peu plus tôt dans ce chapitre. Il souhaite maintenant réunir un équipage, avec 10 membres. Luffy finit par crier ce qui deviendra sa marque de fabrique. Nous retrouvons Luffy en mer, face à un tourbillon, et son incapacité à naviguer et nager. Ensuite, sur une île nous est présenté le personnage d'Alvida, une pirate obèse, maniaque et tyrannique. Elle est directement mise en opposition à la piraterie qui nous est présentée dans le premier chapitre, avec Shanks. Quand Shanks était prêt à nettoyer le bar, Alvida pousse les membres de son équipage à le faire à sa place. L'équipage d'Alvida est basé sur la terreur, celui de Shanks sur la camaraderie. Le personnage d'Alvida est une référence historique à Alvilda, une pirate qui se maria au prince du Danemark au 5e siècle. Mais son caractère fait surtout penser à la reine sorcière dans Blanche-Neige, répétant « qui est la plus jolie créature de tous les océans » pour flatter son ego. Kobe, un membre de son équipage, trouve un tonneau et l'emmène dans un hangar. Avec quelques membres de l'équipage, il croit qu'il s'agit d'un tonneau d'alcool. Subitement, Luffy surgit hors du tonneau. Il s'y était réfugié pour survivre au tourbillon. Alvida détruit le hangar et par chance, Luffy et Kobe s'enfuient. Elle suppose que l'intrus est Roronoa Zoro, introduit comme un personnage effrayant avec seulement son ombre. Luffy fait donc la connaissance du garçon. C'est un lâche obligé de servir Alvida pour être épargné. Il montre le radeau qu'il a construit et son rêve de faire partie de la marine. La motivation de Kobe est un miroir de celle de Luffy, sauf que lui n'a pas de courage. C'est ainsi que Luffy lui révèle son rêve et sa détermination. On voit une nouvelle fois que le rêve et l'ambition dans One Piece surpassent la peur de la mort de notre protagoniste. Ce n'est pas grave pour lui. Il devient le modèle de Kobe car il n'a pas honte de ses convictions. À la manière de Shanks pour Luffy, il est l'inspiration qui le pousse à devenir celui qu'il veut être. Alvida retrouve les garçons, détruit leur bateau et repose la question. Sauf que Kobe se rappelle des mots de Luffy. Son manque de volonté avait failli le mener à sa perte. Il décide de dire ce qu'il pense sur Alvida, malgré les conséquences. Il n'a aucun regret, il est prêt à tout pour son rêve. À ce moment, Luffy commence à l'apprécier. Il utilise encore son attaque et envoie valser Alvida. Cette rencontre permet de faire évoluer la vision manichéenne de Kobe sur les pirates, comme quoi ils sont forcément mauvais. Le nom du chapitre, Luffy l'homme au chapeau de paille, souligne ce que Oda montre de Luffy. Il n'est plus le jeune garçon idéaliste, mais il est déjà un homme qui inspire les autres. Le Luffy de ses premiers chapitres n'est pas sans rappeler Goku. Il est gourmand, légèrement stupide et puissant. Il recherche le One Piece quand Goku cherche les Dragon Ball. La présence du mot singe dans son nom rappelle aussi le pouvoir de Goku de se transformer en gorille géant. À la manière de Goku, son point de vue sur le monde ne va pas énormément évoluer au cours de l'œuvre. Il va faire évoluer ses rencontres et le monde autour de lui.
La rencontre avec Kobe en est le parfait exemple. Il quitte l'île à la recherche de Roronoa Zoro. Malgré sa description peu reluisante, Luffy souhaite qu'il rejoigne son équipage et il ne juge pas aux a priori, il souhaite le rencontrer. Après que Kobe continue à colporter les rumeurs et son avis sur Zoro, surnommé le chasseur de pirates, alors qu'il ne le connaît pas encore, ils arrivent sur l'île où se trouve une base navale de la marine. La marine a pour emblème une mouette symbolisant la protection des îles et une clé montrant qu'elle s'occupe de réparer les dégâts occasionnés par les pirates. Au moment de se séparer, alors qu'ils mangent dans un bar et qu'ils mentionnent le nom de Zoro, l'atmosphère change drastiquement, ce qui renforce encore l'aspect terrifiant qui entoure ce personnage. Mais lorsque Kobe parle du colonel Morgan, l'homme à la tête de l'île, l'atmosphère change à nouveau, laissant nos personnages dans l'expectative. Luffy et Kobe se dirigent à l'emplacement où est détenu Zoro. Oi, omae! この名はほどいてくれねえか。礼ならするぜ。約束は守る。 Roronoa Zoro est directement inspiré du cruel pirate français François Lolonais, les R se prononçant de la même façon que les L en japonais. Une jeune fille nommée Rika se dirige vers lui, contrastant avec la vision de ce démon. L'introduction de Roronoa Zoro avait commencé lorsqu'il était mentionné par Alvida avec seulement son ombre, puis par les rumeurs le nommant tel un démon, ce qui avait constitué une attente importante sur ce personnage. Rika rompt en partie cet effet. Elle lui propose des boulettes de riz qu'il refuse en lui disant de partir. Hermep, le fils du colonel, débarque et laisse une mauvaise impression avec son air de fils pourri gâté. Alors que Kobe décrit l'arrivée d'Hermep comme un soulagement pour la petite, il n'en est rien. Le danger devient plus grand paradoxalement. Hermep fait pleurer la fille en réduisant en bouillie ses boulettes de riz, et la fait jeter par-dessus la clôture en utilisant la peur qui entoure son père pour faire pression sur ses hommes. Elle est sauvée par Luffy. On apprend la promesse entre Zoro et Hermep sur sa libération s'il reste un mois attaché sans manger, ce qui explique pourquoi il ne pouvait pas manger ce que Rika avait préparé. Quand Hermep part, Luffy propose à Zoro de rejoindre son équipage. Il décline l'offre et demande à ce qu'il lui donne le reste des boulettes de riz écrasées. Malgré que Luffy, présenté comme le personnage le plus vorace, lui dit ne pas en manger, il le fait. Il demande à Luffy de dire à Rika que c'était délicieux. On voit que Zoro, en dépit de son apparence, est un homme bon, prêt à réconforter une petite fille dont les sentiments ont été heurtés. Luffy apprend auprès de Rika la raison de l'arrestation de Zoro. Il l'avait défendu du loup de Hermep. Justement, il rapplique, profite de son rang pour que les autres s'agenouillent et rigole du fait qu'il tuera Zoro dans 3 jours. Luffy lui parle de la promesse qu'il lui a faite. Hermep se fiche des promesses et dit qu'il ne faut pas prendre ça au sérieux. Luffy lui met un coup dont il a le secret et affirme son envie que Zoro rejoigne son équipage. Hermep va prévenir son père et lui demander de s'occuper de Luffy. C'est là qu'on découvre le colonel Morgan, par des ombres comme pour Zoro. Le colonel est présenté comme un personnage narcissique et égoïste. Il s'érige une statue à son effigie au milieu de l'île sur les impôts des habitants. Le personnage du colonel Morgan est inspiré du pirate sanguinaire Henry Morgan, qui deviendra corsaire puis gouverneur d'une île où il sera impitoyable. Il est l'alter ego d'Alvida dans la marine. Il martyrise ses hommes. Au même moment, Luffy rejoint Zoro et lui demande à propos de ses sabres. Luffy lui propose de rejoindre son équipage et ne lui laisse pas le temps de répondre et s'en va les chercher. De son côté, le colonel Morgan martyrise son fils. On comprend que Hermep n'est pas un réel mauvais type, trop influencé par sa classe et par la peur et la haine que son père lui inflige. Morgan force ses hommes à aller exécuter Rika. Il utilise sa position hiérarchique pour forcer ses hommes à faire des choses atroces, allant jusqu'à tuer l'un d'entre eux qui refusait d'aller descendre une pauvre jeune fille. Cela montre que malgré tout, les hommes de la marine ont une morale, ce sont des personnes comme les autres. Ce n'est pas parce qu'ils sont opposés aux pirates et dirigés par des ordures qu'ils sont forcément tous mauvais. Luffy intervient, détruit la statue et va chercher les sabres. Kobe, lui, libère Zoro. Il ne peut pas tolérer ses agissements et affirme son envie de devenir un marine, droit et juste. Il reçoit une balle à l'épaule et commence à révéler les mensonges d'Hermep à Zoro. Mais le colonel Morgan arrive et se prépare à tirer. Lorsque les hommes de la marine le mettent en joue, Zoro repense à son passé. C'est le premier flashback de One Piece, il est montré par la couleur noire qui entoure les cases. Plus jeune, alors qu'il était apprenti sabreur dans un dojo, il se faisait battre par Kuina, une fille plus grande que lui. Suite à une défaite, elle lui révéla qu'elle allait devenir plus faible en grandissant, parce que c'est une fille. Zoro lui fit la promesse que l'un d'entre eux deviendrait le meilleur sabreur au monde. Le lendemain, Zoro apprend la mort de Kuina, qui aurait chuté dans les escaliers. Il récupère alors son sabre et jure de devenir le plus fort pour elle, afin résonne jusqu'au paradis. La mort de Kuina semble étrange encore à l'heure actuelle. 2 théories font leur chemin. La première est celle d'un suicide en raison de la capacité pour Kuina de réaliser son rêve. La seconde pourrait être un meurtre par un personnage dont on n'a aucune information actuellement. Le passé de Zoro reste simple mais fonctionne parfaitement. Elle permet d'introduire la motivation de Zoro, son caractère, avec son sens de l'honneur en seulement 7 pages. Luffy sauve Zoro grâce à son corps caoutchouc. Celui-ci accepte de rejoindre son équipage, et à eux deux, ils s'occupent d'Hermep et du colonel Morgan. Les hommes de la marine se réjouissent de la défaite du colonel. Un peu plus tard, Kobe, Luffy et Zoro se retrouvent chez Rika, où ils discutent un bon repas tout en discutant de leurs futurs respectifs. La marine débarque et demande aux pirates, malgré leur aide, de quitter l'île. Luffy se met à raconter l'histoire de Kobe et Alvida. Kobe est obligé de le frapper pour éviter d'être pris pour un pirate.
L'homme de la marine sait donc que Kobe ne fait réellement pas partie de leur équipage. Kobe comprend ce qu'a fait Luffy en le forçant à le frapper pour qu'il puisse atteindre son rêve. Zoro et Luffy, avant de partir, reçoivent le salut des hommes de la marine. Appelé pomme cachée, ce salut était utilisé à l'époque par la marine, pour cacher les pommes salies par les corvées à leurs officiers. Cette première étape dans l'aventure de One Piece détermine en partie ce à quoi nous allons assister tout au long de l'œuvre. Contrairement à beaucoup de mangas, le centre de l'histoire n'est pas un lieu fixe. Le voyage entre les îles renforce l'aspect d'exploration et d'aventure. Cette île synthétise grossièrement le principe du voyage de Luffy. Il arrive dans une ville à l'air paisible, qui cache en son sein un terrible mal qu'il devra défaire. Sans oublier le fameux coup de poing envers un personnage détestable. Dans cet arc, c'est Hermep. Oda est très fort pour émettre au lecteur un sentiment de dégoût sur un personnage et créer une satisfaction immense lorsque celui-ci est mis au tapis. Le personnage de Zoro a été créé par Oda pour correspondre à une partie du caractère de Luffy, comme le seront les prochains membres de l'équipage. Zoro réunit la puissance en battant ce qui semblait être l'ennemi de la zone, le leadership, et la détermination de Luffy. Ils partagent aussi une grande ambition. Cet arc dévoile l'importance qu'accordent Zoro et Luffy aux promesses en opposition à Hermep. C'est pour cela que le duo entre Zoro et Luffy fonctionne si bien. Ils ont une même volonté et des comportements différents. On peut aussi voir que Luffy apprécie les grands rêveurs, comme dans une moindre mesure avec Kobe. La vision manichéenne qu'avait Kobe sur la marine et la piraterie évolue. Il n'y a pas que des personnes justes à la marine, comme le prouve le colonel Morgan, et des personnes mauvaises chez les pirates, comme Luffy. Être un membre de la marine ne fait pas de vous quelqu'un de bien, et inversement. Rien d'époustouflant, mais ça montre que le monde de One Piece n'est pas manichéen. Ce premier arc montre qu'il ne faut pas juger les gens sans les connaître, et que les étiquettes ne veulent rien dire, comme Kobe sur Zoro et Hermep, ou encore Zoro sur Luffy et sa conception de la piraterie. Un autre thème qui a été abordé dans cet arc est le rapport à la hiérarchie. On voit que dans ce monde, les privilèges permettent de faire n'importe quoi. Élément très important pour la suite de l'œuvre, mais nous y reviendrons plus tard. Romance Down n'est pas l'arc le plus mémorable de One Piece, mais il fait bien le travail. Il établit les enjeux, le style, les motivations des personnages, et c'est tout ce qu'on lui demande.